Salut les investisseurs, sur cette vidéo, on va analyser ensemble le dossier Amazon. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram dont le lien se trouve en description de la vidéo. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne sans s'abonner, ça m'aiderait beaucoup si vous vous abonniez. Merci, on commence tout de suite avec le cours de l'action Amazon. On voit qu'on est au plus haut sur 10 ans. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à l'action ? On va regarder ce qui se passe. D'abord, en termes de chiffre d'affaires, on voit qu'en médiane, on est sur une croissance élevée à 21%. C'était le cas jusqu'à 2021, et puis après, on a eu un net ralentissement en 2022-2023. Donc, l'activité du groupe commence un peu à ralentir. Amazon a réalisé quand même 39 milliards d'acquisitions, 39 milliards de dollars d'acquisitions sur la période pour augmenter ses parts de marché. Donc là-dessus, on est sur une entreprise qui a eu une forte croissance et maintenant on commence un peu à ralentir. On va regarder ce qui se passe en termes de taux de marge. Les taux de marge brut est en augmentation depuis 10 ans, donc ça c'est très bon, c'est-à-dire que l'entreprise a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix. En absolu, c'est pas hyper élevé si on compare aux autres GAFAM, parce que on est historiquement sur une activité plutôt de distribution logistique, et ça n'a pas des marges élevées. Maintenant, il y a d'autres segments d'activité qui deviennent de plus en plus importants pour Amazon et qui ont des meilleures marges. Donc ça se reflète dans cette amélioration du taux de marge brut. On voit que le taux de marge d'EBITDA a également augmenté, donc on a une meilleure efficience opérationnelle. Ça a augmenté plus vite que le taux de marge brut, donc ça c'est bien, on arrive à dégager une meilleure efficience opérationnelle en profitant également de l'amélioration du taux de marge brut. Par contre, pour le taux de marge net, là c'est faiblard. Sur la période, on est à 3,5, donc on fait quasiment pas de profit. Maintenant, sur les dernières publications, on commence à augmenter ce taux de marge net. Donc, qu'est-ce que nous dit le management à ce sujet ? Est-ce qu'ils émettent une guidance sur une stabilisation à ce niveau-là, ou est-ce qu'ils veulent encore augmenter le taux de marge net ? Ça reste à voir dans les publications. On va continuer avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors, on voit que les bénéfices nets sont largement plus élevés que les free cash flow, donc ça c'est moins bon. Le croisement s'est produit en 2022. Depuis, on a les free cash flow qui sont un peu à la traîne par rapport aux bénéfices nets. Donc ça peut venir de plusieurs endroits. On peut d'abord regarder ce qui se passe en termes de dépréciation, amortissement et de dépenses en capital. On voit que effectivement depuis 2020, on a une accélération des dépenses en capital par rapport aux dépréciations et amortissements. Donc c'est-à-dire que l'entreprise dépense de plus en plus dans l'amélioration de son outil industriel. Donc ça c'est bon si ça se traduit derrière en gain de part de marché et en croissance plus forte. Pour l'instant, en tout cas, ça va impacter les free cash flow qui vont être plus bas que les bénéfices nets. Ça peut venir aussi d'ailleurs comme la variation du besoin en fonds de roulement, mais on voit qu'ici, il continue à s'améliorer de plus en plus ce besoin en fonds de roulement, donc là-dessus, c'est très bon, ça évite de faire trop baisser les free cash flow. Donc, on est plutôt, à mon avis, la cause, c'est plutôt cette accélération de la dépense en capital qui impacte les free cash flow, mais à confirmer dans les tableaux de trésorerie que vous retrouvez dans les publications financières du groupe. Si on veut évaluer l'entreprise via les flux, s'il n'y a pas de dette, on utilisera mieux les free cash flow, plutôt les free cash flow plutôt que les bénéfices nets, puisque les free cash flow représentent mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Continuons avec la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est sur quelque chose d'assez moyen, à 7,5. On a vu que la croissance sur la période était bien plus élevée que ça, on était sur du 31%. Donc, à mon avis, peut-être qu'on a utilisé de la dette pour dégager, pour améliorer cette croissance, parce qu'on n'a pas les moyens de s'autofinancer simplement avec les bénéfices, la rentabilité opérationnelle. Donc on a peut-être utilisé de la dette, on va voir ça après. Maintenant on se trouve sur un niveau de rentabilité qui est plus élevé que la croissance, donc on va pouvoir commencer à dégager du cash et le rendre aux actionnaires. Il faudra regarder qu'est-ce que dit le management à ce sujet sur la rentabilité. Est-ce qu'ils ont pour objectif de le maintenir à ce niveau-là, de l'augmenter encore, ou est-ce qu'ils sont plutôt dans l'objectif de maximiser les parts de marché plutôt au détriment de la rentabilité? Ça, il faudra regarder. On continue avec la dette. On a un petit peu de dette, on a 70 milliards de dettes donc au dernier trimestre qui a été publié. Ça représente moins de la moitié d'une année d'EBITDA, donc il n'y a pas de sujet pour pouvoir rembourser cette dette sans trop de problèmes, sans trop impacter les investissements. On a un peu moins que 2 fois les free cash flow, donc là pareil, on peut facilement rembourser cette dette là sans trop de soucis. À noter que sur la période 2021-2023, on a eu quand même, surtout sur les quelques publications de 2021 et 2022, on a eu des
des free cash flow négatifs. Donc là-dessus, il y a quand même un sujet il y a d'énormes dépenses en capex, et ça impacte beaucoup les free cash flow. Hein. Donc ça, c'est un peu moins bon. Maintenant, ça s'est rétabli par la suite, donc c'était quand même quelque chose de temporaire. On continue avec le retour aux actionnaires, le rendement de l'actionnaire. Donc, j'allais cliquer sur dividende ici, et vous pouvez voir qu'il n'y en a pas de versé sur la période. Donc, Amazon ne verse pas de dividende. Et est-ce Amazon rachète des actions? Eh bien non. Et ça, c'est aussi un souci. On a des dilutions constantes sur Amazon. Donc je suis presque sûr, mais à vérifier, que c'est du paiement en actions pour ses salariés. Les GAFAM sont coutumiers du fait, sauf que les autres ils rachètent leurs actions, mais Amazon, à mon avis, n'a pas les free cash flow pour acheter ses actions, et ce qui se passe, c'est que ça dilue régulièrement les actionnaires. Donc ça, c'est quand même un peu moins bon, il y a quand même un impact, et ça diminue ce qu'on appelle le shareholder yield. Donc ça inclut le rendement du dividende, le rendement des rachats d'actions et le rendement du désendettement. Pourquoi est-ce qu'il y a un rendement quand on se désendette? Eh bien parce que quand on se désendette, la part des bénéfices qui revient aux actionnaires est plus grande, puisqu'on a moins de cette part qui va au remboursement des intérêts. Donc on a plus de part de bénéfices quand on est actionnaire. Alors on voit que sur certaines périodes, c'est même une rentabilité négative qu'on a eu sur Amazon en détenant le titre. Donc c'est pas forcément un bon placement de long terme si on n'a pas l'appréciation du capital. Et l'appréciation du capital se fait à mon avis via plutôt l'expansion des multiples, parce qu'on a des bénéfices nets qui sont plutôt faiblards. Donc méfiance sur la détention à long terme. Alors méfiance, en tout cas pour l'instant, ça n'a pas vraiment payé, à part l'appréciation du cours de l'action. Maintenant, qu'est-ce que dit le management? Quelles sont les projections? Peut-être qu'ils vont augmenter le retour aux actionnaires par la suite, et que en fait ça sera profitable de détenir l'action. Conclusion. Alors d'abord la valorisation. On a vu qu'il y avait de la dette, donc en valeur d'entreprise sur EBITDA, le titre se paye 30 fois. C'est quand même un absolu très élevé. Actuellement, on est sur du 19 fois. Il a même été possible de choper le titre à 15 fois. Donc ça, là, c'était peut-être le bon timing pour attraper le titre, mais par rapport à l'historique, on a encore une décote, on a encore bien un tiers de décote, 33% de décote par rapport au multiple historique. Si on va plus loin, si on se met sur 20 ans, le multiple est encore plus élevé. Donc il y a peut-être une opportunité si on se base seulement sur le multiple. Conclusion du dossier Amazon. Finalement, on n'est pas surévalué par rapport à l'historique. Dans l'absolu, ça se paye cher, mais comme toutes les GAFAM, il n'y a pas de retour à l'actionnaire, et on est dilué assez constamment. Donc là-dessus, il faut plutôt avoir une vision finalement pas trop long terme, ou alors se dire que si on a une vision long terme, eh bien on pense que le management va augmenter le retour à l'actionnaire. Pour l'instant, c'est plutôt une action à détenir pour faire des gains en capital en jouant la résorption de la décote. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.